Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Donc, comme on peut le voir sur la slide qui suit, la Gazette des communes, c'est plus de 20 ans d'expérience. C'est un organisme agréé pour la formation des élus locaux. Certaines de nos formations sont éligibles à Mon Compte Élu et nous sommes bien évidemment certifiés Calliope pour l'ensemble des programmes déroulés. Donc, ce sont plus de 300 programmes de formation sur des thématiques nombreuses et variées. Je vous en ai mis quelques-unes sur la slide qui suit, donc le management, les ressources humaines, les finances locales, une nouvelle rubrique sur tout ce qui est transition climatique, action sociale, marché public, et puis bien évidemment tout ce qui est formation des élus locaux à travers une plateforme dédiée, mais aussi à travers des formations dont nous allons parler ce matin, puisque deux d'entre elles en particulier vont nous intéresser, à savoir une formation sur la maîtrise de la communication préélectorale et puis une formation associée qui est sur la valorisation de votre bilan de fin de mandat pour réussir votre réélection en 2026. Donc, nous sommes réunis pour rappeler au niveau juridique les grands principes de la communication préélectorale, une communication qui, comme vous le savez, est strictement encadrée afin de garantir l'égalité entre les candidats et la sincérité du scrutin. Donc, des règles qui s'appliquent aux collectivités territoriales, aux élus et aux candidats, notamment durant les 6 mois précédant une élection. Et puis des règles, comme on le verra, qui sont susceptibles de sanctions en cas de non-respect. Donc, nous sommes ce matin pour évoquer ces sujets en compagnie du cabinet Adaltis, qui est un cabinet spécialisé en droit public et qui est basé à la fois à Lyon, mais aussi à Paris, à Bordeaux, à Marseille, à Rennes, ainsi qu'en Chine, puisqu'ils sont présents à Pékin et à Shanghai. Donc, nous retrouvons Gilles Le Châtelier, qui est avocat associé et président d'Adaltis, et Simon Ray, avocat associé dans ce même cabinet, pour aborder ce sujet. Je vais donc leur laisser la parole. Je vous souhaite un très bon webinaire à tous et nous nous retrouvons à la fin pour poser quelques questions. Messieurs, à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va structurer cette intervention autour de 4 thèmes. D'abord, commencer par le rappel des principes. Ensuite, revenir sur le principe d'interdiction de toute campagne de promotion publicitaire en rappelant là aussi quels sont les éléments de définition de la notion de campagne de promotion publicitaire et de donner quelques références, notamment jurisprudentielles, sur la manière dont cette notion doit être maniée. Un troisième temps qui sera consacré à un focus sur la communication en ligne, qui est bien évidemment aujourd'hui un outil majeur de la communication en général et de la communication électorale en particulier. Et puis un quatrième point sur un rappel concernant l'interdiction d'utiliser les moyens de la collectivité, qu'ils soient humains et matériels, dans le cadre de la campagne électorale. Alors, premier temps d'abord, effectivement, le rappel des principes. Alors, s'agissant de ces principes, là aussi, ce sont des choses qui sont bien connues, mais qui méritent d'être tout de même rappelées. Aujourd'hui, donc, s'agissant des grandes séries de règles qui s'appliquent aux campagnes électorales et à la bon déroulement des opérations électorales en général, 2 séries de textes et de principes s'appliquent. Les premières, ce qui sont, je dirais, traditionnelles en droit électoral, c'est bien évidemment toutes les règles qui garantissent la sincérité du scrutin, auquel est attachée à la fois la neutralité des personnes publiques. Une personne publique ne peut pas, dans le cadre d'une campagne électorale, prendre parti pour tel ou tel candidat, ainsi que bien évidemment le principe d'égalité des candidats devant le suffrage. Et on le sait, le juge apprécie in concreto ces différents éléments pour savoir si tel ou tel événement, telle ou telle initiative a pu ou non fausser la sincérité du scrutin. Et puis, depuis les lois de 1988 et 1990, est apparue une deuxième série de règles juridiques qui ont trait au financement des campagnes électorales.
avec, vous le savez tous très bien, l'obligation pour chaque candidat d'établir un compte de campagne et un certain nombre de règles législatives qui, à la fois définissent ce qui peut rentrer en dépenses et en recettes des comptes de campagne et surtout prohibe un certain nombre de pratiques qui sont irrégulières en tant que telles et qui, je dirais, sont donc à proscrire dans les opérations de campagne. Et parmi celles-ci, bien évidemment, c'est la question de l'utilisation des moyens des collectivités par les élus sortants dans le cadre des campagnes électorales. Et à ce titre, attention, on y reviendra très longuement dans la suite de la présentation, aux actions de communication d'une collectivité qui pourrait en fait être appréhendée par le juge comme constituant un don ou un avantage attribué à un candidat. Ainsi, les modalités de communication institutionnelle de la collectivité ne doivent pas avoir une influence sur l'élection, soit en apportant un avantage à un des candidats avantage matériel qui n'aurait pas été valorisé dans le compte de campagne, ce qui altérerait la sincérité du compte et potentiellement celle de l'élection, soit en apportant un avantage moral à un candidat, et là on est plutôt dans quelque chose qui serait susceptible d'altérer la sincérité du scrutin, donnant le sentiment aux électeurs que l'institution soutient tel ou tel candidat. Alors, je le rappelais en commençant, les textes prévoient un certain nombre d'interdictions pour mettre en œuvre ces différents régimes, et notamment dans la dimension de la gestion financière de la campagne. Le premier principe d'interdiction, qui est peut-être le plus important, c'est l'interdiction pour une personne morale, privée ou publique, sauf les partis et groupements politiques, de participer au financement de la campagne électorale. C'est l'article L52-8 du Code électoral qui donc prévoit un principe d'interdiction large, puisque l'article dispose que les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Alors, vous le voyez, le texte est très large. D'abord, il vise toutes les personnes morales de droit privé comme de droit public. Et bien évidemment, dans les personnes morales de droit public, on retrouve les collectivités territoriales et les groupements de collectivités. Ensuite, c'est l'interdiction des dons sous quelque forme que ce soit, vous dit l'article L52-8. Donc ça peut être aussi, je dirais, par exemple des éléments de gratuité qui peuvent être accordés à certains types de prestations, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Donc ce sont toutes les ristournes possibles sur la fourniture de biens, de services ou d'autres avantages. Le texte vous dit bien direct ou indirect. Là aussi, finalement, le spectre de l'interdiction est particulièrement étendu. Deuxième interdiction, c'est l'interdiction de tout procédé de publicité commerciale qui est visé à l'article L52-1, premier alinéa du Code électoral, qui interdit les phénomènes de publicité commerciale. Alors, on voit moins ce type de situation dans le contentieux électoral, mis à part parfois, mais je crois qu'aujourd'hui tout le monde est bien aguerri sur ce point-là. À une époque, vous aviez les systèmes de publi-reportage qui étaient des moyens de vanter les réalisations d'une collectivité quelques semaines avant le scrutin. Ça, bien évidemment, ça tombe sous le coup de l'article L52-1, premier alinéa. En revanche, et on va y revenir plus longuement, le deuxième alinéa de l'article L52-1 du Code électoral interdit aussi toute campagne de promotion publicitaire à compter du premier jour du 6e mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales. Aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité
ne peut être organisé sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Là aussi, un principe d'interdiction qui est très large. Et on le verra, on y reviendra, la notion de campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité est une notion qui est entendue de manière assez étendue par le juge. Deuxième point bien évidemment important, c'est à partir de quand ces interdictions s'appliquent-elles? Alors, s'agissant de l'interdiction des procédés de publicité commerciale ou des campagnes de promotion publicitaire, le texte vous le dit, on l'a cité à l'instant, c'est dans les 6 mois qui précèdent le scrutin, c'est-à-dire très concrètement, s'agissant des municipales qui doivent normalement toujours se tenir en mars 2026, les interdictions s'appliquent à compter du 1er septembre 2025. S'agissant de l'interdiction pour une personne morale de participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, là, on est en présence d'une double définition de la notion de campagne électorale. Attention, il faut bien, je dirais, avoir en tête cette distinction. Il y a ce qu'on appelle la campagne électorale officielle, celle qui notamment permet les affichages sur les panneaux, la distribution des professions de foi et des tracts. Et là, l'article L47A du Code électoral prévoit que cette campagne électorale officielle commence 15 jours avant le premier tour du scrutin et entre les deux tours. Et elle est à distinguer de la campagne électorale au sens des dispositions du Code électoral sur le financement des campagnes, prévues à l'article L52-4, et qui, elle aussi, comme pour l'article L52-1, premier et deuxième alinéa, prévoit que la campagne commence 6 mois avant le premier jour du mois de l'élection, c'est-à-dire, encore une fois, 1er septembre 2025. Cette période était auparavant plus longue, elle était d'une année et elle a été ramenée à 6 mois par le législateur. On verra que ça a aussi quelques conséquences. En effet, le souvenir de ce principe, enfin de cette période annuelle antérieure, fait que tout risque n'est pas écarté avant le démarrage de la période des 6 mois. D'abord, le principe de neutralité, il s'applique, je dirais, de tout temps, et donc il ne s'agit pas de dire que jusqu'au 1er septembre 2025, au titre de la neutralité, on pourrait on pourrait tout faire entre guillemets sur ce registre-là. Je rappelle que le principe de neutralité, c'est un principe cardinal de l'organisation des services publics, qui vaut bien évidemment au regard de tous les débats politiques et des engagements de campagne, et donc il s'applique en temps normal à l'activité de toute collectivité. Mais plus intéressant, le juge lui-même a accepté de prendre en compte ce qui pouvait se passer dans la période des 6 mois, dans la période qui anticipait la période de 6 mois partant avant la date du premier tour du scrutin, en estimant que, par exemple, une action de communication qui avait été initiée plus de 6 mois avant le premier tour du scrutin, mais qui donnait lieu à des reprises régulières pendant la période de 6 mois, pouvait être potentiellement sanctionnée par le juge comme une méconnaissance des règles de financement des campagnes électorales. C'est ce que rappelle le Conseil d'État dans un arrêt du 27 juillet 2022, élection régionale d'Île-de-France. En tout cas, et ça c'est une préconisation importante, les opérations de communication qui auraient pu commencer avant la période électorale, elles doivent, elles, toutes être terminées au 31 août 2025. On a essayé de reprendre sur une frise les éléments d'obligation au regard des candidats. Pour nous, jusqu'au 1er mars 2025, il n'y avait pas de difficulté particulière. En revanche, il y a une première période à risque qui commence dès le 1er mars 2025, soit en gros 1 an avant le premier tour du scrutin, qui va jusqu'au 1er septembre 2025 avec, vous le voyez, une gradation dans le risque, notamment pour des campagnes
de promotion publicitaire qui interviendrait avant la date fatidique des 6 mois, mais qui pourrait donner lieu à des reprises. Et puis, bien évidemment, à compter du 1er septembre 2025, l'ensemble des interdictions législatives que je rappelais s'appliquent pleinement à l'ensemble des candidats jusqu'au jour du scrutin. Alors, quelles sont les conséquences de la méconnaissance éventuelle de ces règles? Alors, en cas de méconnaissance de l'article L52-1, le risque, c'est l'annulation du scrutin. Mais vous le savez, au nom du fameux principe du réalisme du juge électoral, l'annulation du scrutin pour la méconnaissance des dispositions de l'article L52-1, qu'il s'agisse du premier ou du deuxième alinéa, n'interviendra que si l'écart de voix entre les candidats est relativement réduit et que le juge considère que, compte tenu de cet écart de voix, la méconnaissance des dispositions de l'article L52-1 a pu avoir une influence sur le résultat du scrutin. La méconnaissance de l'article L52-8, elle ouvre des conséquences plus larges, puisque le premier effet, c'est le fait que le juge peut rejeter le compte de campagne, soit que le juge estime que la réintégration des recettes de campagne aboutisse pour un candidat à dépasser le plafond des recettes dont il avait légalement droit de bénéficier, soit que, au titre de l'article 52.8, la méconnaissance de cet article, à soi seule, entraîne l'invalidation du compte de campagne. Deuxième point, je le rappelle, si le compte de campagne est rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne, la Commission nationale des comptes de campagne est alors tenue de saisir le juge de l'élection. Et le juge de l'élection peut également décider, en cas de méconnaissance de l'article L52-8 notamment, de déclarer inéligible pour une durée maximale de 3 ans, s'appliquant à toutes les élections qui suivent, le candidat qui aurait méconnu ses obligations, étant entendu que dans cette situation, le juge non seulement annule l'élection, mais déclare inéligible le candidat, ce qui lui interdit de se présenter à l'élection partielle qui suit l'annulation du scrutin par le juge. Néanmoins, l'article L118-3 du Code électoral prévoit que cette non-validation du compte et cette inéligibilité n'est encourue qu'en cas de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales, avec donc une part d'appréciation subjective qui est ainsi laissée au juge. Alors attention, on peut cumuler les deux séries de dispositions et dans une même opération, mais connaître à la fois l'article L52-1 et l'article L52-8 du Code électoral. Là aussi, il y a un exemple jurisprudentiel célèbre d'une situation de double méconnaissance, qui est l'arrêt du Conseil d'État du 4 juillet 2011, élection régionale d'Île-de-France, où, s'agissant d'une très grosse campagne de promotion publicitaire de la région, quelques semaines avant le premier tour du scrutin, le juge a estimé qu'il y avait méconnaissance et de l'article 52-1, campagne de promotion publicitaire, et de l'article 52-8, puisque, à l'évidence, en mettant en œuvre cette campagne de communication et donc en prenant à sa charge les dépenses afférentes, la collectivité, personne morale de droit public, avait bien apporté un avantage en l'espèce direct à un candidat à une élection, en l'espèce le président sortant, candidat à sa réélection. Donc attention, dans ces situations, bien évidemment, le risque c'est que le cumul des méconnaissances soit pris en compte par le juge pour annuler le scrutin, voire décider d'une mesure d'inéligibilité. Donc maintenant, passons à la problématique de ces interdictions de toute campagne de promotion publicitaire en période préélectorale, qui est l'interdiction la plus importante prévue à l'article L52-1 alinéa 2 du Code électoral.
Donc, comme l'a rappelé Gilles tout à l'heure, ici, ce qui est interdit, c'est à compter des 6 premiers mois précédant le scrutin, c'est-à-dire à compter du 1er septembre 2025, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas procéder à des campagnes de promotion publicitaire, des réalisations ou de la gestion d'une collectivité dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce que l'idée derrière, c'est les élus sortants de la collectivité ne doivent pas bénéficier d'avantages liés à leur collectivité sortante qui mettraient en valeur leurs actions qu'ils ont opérées pendant leur mandat et bénéfices apportés par ces collectivités dont ne bénéficieraient pas les autres candidats à l'élection. Et donc, c'est pour ça que cette règle s'applique pour que, quelque part, tous les candidats soient sur un pied d'égalité dans ce cadre-là. Donc, attention, à compter du 1er septembre 2025, les collectivités doivent être prudentes sur comment elles vont communiquer sur les actions réalisées dans ce cadre-là. Ça ne veut pas dire, on va le voir, arrêter toute communication, hein, c'est pas du tout le propos, c'est pas du tout le sens. Par contre, il faut avoir un degré de prudence pour les communications opérées en respectant, on va le voir, un faisceau d'indices où on a 3 critères à prendre en compte à chaque fois pour savoir est-ce que l'action de communication que l'on envisage ne méconnaît pas cette règle ou, attention, présente un risque. On y verra, c'est les 3 principes de neutralité, d'antériorité et de régularité. Là-dessus, je pense qu'il faudra que vous ayez bien en tête ces éléments-là, tout élément de communication que vous allez faire collectivité pendant cette période, que celle-ci respecte ces 3 principes ou on le verra si on n'en respecte pas les 3, seulement 2, d'avoir un degré de prudence particulier. Dérogation à cette règle, lorsque les candidats, eux, veulent communiquer, bien évidemment, ils peuvent le faire comme ils le souhaitent, avec leurs propres moyens. Ce qui est ici critiquable, c'est si on utilise les moyens de la collectivité pour communiquer et présenter de manière valorisante l'action des élus sortant par les moyens de la collectivité. C'est ça qui est critiquable. Attention, on le verra, hein, on a un champ d'application très large, hein, puisque ces principes s'appliquent à tous les outils et modes de communication de la collectivité. Les outils papier, hein, classiques, un bulletin d'information, mais également tous les outils de communication électroniques, les sites internet, on le verra, réseaux sociaux, etc., plus les manifestations, cérémonies applicables en la matière. Et donc, retenez hein, là-dessus ces 3 principes, on va rentrer en la matière, qui permettent de soit caractériser, soit s'exonérer, sortir de ce risque de qualification de campagne de promotion publicitaire prohibée. Premier principe à prendre en compte, qui est souvent le plus important, c'est la neutralité du contenu. Là-dessus, le message, hein, donc à compter du 1er septembre 2025, le message diffusé par la collectivité doit être politiquement neutre et à caractère purement informatif. Donc, il ne faut pas que lors d'une action de communication hein, sur les sites internet, sur les réseaux sociaux ou lors d'inauguration ou de cérémonie, que le propos tenu par les élus sortants dans le cadre de la collectivité, de leur représentation de la collectivité, soit à caractère valorisant des actions de la collectivité. Par contre, il faut toujours être sur une dimension de terme mesuré, informatif dans ce cadre-là. Attention, c'est pas parce qu'on est dans cette période de 6 mois qu'il ne faut plus rien faire. On peut le faire, mais avoir un degré de prudence dans les propos tenus et dans le contenu de ceci. Il faut être vraiment sur une ligne purement informative, descriptive des actions qui ont été réalisées sans avoir une dimension valorisante, laudative de celle-ci. Donc, retenez, hein, présentation neutre, objective, rédigée en des termes informatifs et mesurés. C'est la règle à tenir pendant ces périodes de 6 mois. Par contre, écartez toute présentation flatteuse, élogieuse ou
avantageuse qui pourrait avoir un élément de caractère électoral ou polémique du message. Aussi, il faut avoir un degré de vigilance très forte sur tous les sujets qui, dans le cadre de la campagne, pourraient faire l'objet de polémiques électorales. Par exemple, en territoire urbain, tous les sujets de transport, tous les sujets en la matière peuvent faire l'objet demain de thématiques de campagne. Donc attention, lorsque élus sortants, vous allez communiquer dans le cadre de leur représentation de l'institution, par exemple, d'un syndicat mixte compétent en matière de transport ou d'une communauté urbaine, une communauté d'agglomération qui exercerait cette compétence-là sur ces thématiques-là, puisque il est fort probable que dans le cadre des thématiques de campagne et de polémique électorale, on puisse avoir ce type de débat-là. Donc, sur ces thématiques-là, où on sait que demain, il y aura potentiellement, ça sera une thématique de campagne, vigilance plus particulière. Ça ne veut pas dire on ne communique pas, mais on communique de manière strictement informative, objective, et on supprime tout élément valorisant, flatteur de l'action opérée. Là-dessus, on vous a mis un exemple jurisprudentiel où le Conseil d'État a considéré qu'on était sur un contenu strictement neutre. C'est une décision du 2 février 2022 dans lequel le juge a considéré que compte tenu du caractère strictement factuel et exempt de toute polémique électorale, la campagne de promotion publicitaire des réalisations de la gestion de la collectivité, ici on n'était pas sur une campagne prohibée en la matière. Donc ce premier critère de neutralité du propos, c'est le premier faisceau d'indices qui est pris en compte dans cette période de 6 mois. Attention, veillez bien à ce que toutes les actions de communication opérées par la collectivité pendant cette période-là aient une dimension purement informative et neutre dans son propos. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère qui est pris en compte, c'est le critère dit de l'antériorité de la publication. Là-dessus, c'est l'action de communication doit s'inscrire dans le cadre traditionnel et habituel de l'agenda de la collectivité. Donc, il ne faut pas, dans ce cadre-là, que vous ayez potentiellement, volontairement retardé la communication pour qu'elle tombe pile dans cette période des 6 mois, ou que vous ayez volontairement accéléré le processus pour que celle-ci tombe à ce moment-là. Ici, c'est l'aspect classique des inaugurations. Il ne faut pas que vous ayez retardé la date de l'inauguration pour qu'elle tombe pendant la période des 6 mois. Par contre, si jamais vous avez enclenché des travaux et que les travaux sont terminés dans cette période-là et il est tout à fait justifié que vous teniez une telle inauguration, là, il n'y a pas de difficulté, c'est dans le cadre du calendrier, de l'agenda classique de la collectivité, où vous pouvez procéder à cette inauguration. Par contre, attention, on le verra, en respectant certains critères. De même, il faut également, cette antériorité, c'est est-ce que vous, collectivité, vous aviez l'habitude de communiquer de la sorte? Par exemple, est-ce que vous aviez chaque année, au mois de décembre, vous communiquez un bulletin d'information pour communiquer vis-à-vis de vos administrés? Si c'est le cas, rien ne vous empêche, pendant cette période des 6 mois, de procéder à cette communication. Attention, toujours en termes neutres, informatifs, mais vous avez cette règle d'antériorité puisque vous l'aviez fait précédemment. Ce qu'il faut bannir pendant ces périodes de 6 mois, c'est tout nouvel outil ou tout nouveau processus de communication. C'est sûr que si vous n'aviez jamais au sein de votre collectivité un bulletin d'information, vous n'avez jamais procédé de la sorte pendant les 6 dernières années, que subitement, dans les 6 mois à compter du 1er septembre, on va dire en novembre 2025, vous allez subitement élaborer un bulletin de communication pour informer vos usagers. Là, attention, danger, puisque vous n'avez pas ce principe d'antériorité. Ce n'est pas une habitude de communication faite par la collectivité. Donc, cet élément, ce qui est important lorsque vous avez cette logique de vous dire « je vais lancer une action de communication », bien vérifier dans le passé quelle est la pratique
de la collectivité, qu'a fait la collectivité par le passé sur cette thématique-là. Et donc, on le verra, il y aura aussi la dimension de régularité, parce qu'il ne va pas falloir changer comment vous opérez, mais voilà, est-ce qu'on a une pratique au sein de la collectivité de ce type de communication? Retenez, pendant cette période-là, les éléments nouveaux, l'inventivité pendant cette période-là n'est pas le moment pour lequel il faut faire preuve d'inventivité pendant cette période. Donc, retenez, regardez, est-ce qu'on a une préexistence de la publication? Est-ce qu'on a un caractère habituel, traditionnel de cette action par la collectivité? Par exemple, la cérémonie des vœux. Chaque année, on a la cérémonie des vœux, donc pas de difficulté qu'en début d'année 2026, on procède à cette cérémonie des vœux. On a bien ce principe d'antériorité. Attention, on le verra, le contenu, ce qui est essentiel, c'est le contenu et la forme de la tenue de cette cérémonie des vœux. Donc, toujours préexistence de la publication avec identité de forme et de contenu par rapport aux actions antérieures. Ça, on le verra, on est en lien avec la régularité. Il faut toujours, lorsque vous avez communiqué, faire selon le même modus operandi que ce qui est fait pendant les précédentes années. Par exemple, si lors des cérémonies des vœux, habituellement à l'issue de celle-ci, vous faites un verre de l'amitié et que habituellement vous servez du jus d'orange avec des viennoiseries, il ne faut pas que subitement, en janvier 2026, ça soit champagne petit four, alors que précédemment, vous étiez sur du jus de fruits et des viennoiseries. Vous voyez, en termes de régularité, il faut à la fois, est-ce qu'on le faisait antérieurement? Et si on le faisait antérieurement, on refait exactement pareil que ce que l'on faisait antérieurement, un petit cran en dessous. C'est un petit peu l'idée à avoir. De même, si en cérémonie des vœux, vous invitiez habituellement une centaine de personnes, il ne faut pas que subitement en 2026, vous invitiez 1000 personnes dans ce cadre-là, sauf à avoir un motif d'intérêt général qui justifie ce volet-là. Par exemple, c'est ce qu'on vous évoquait, hein, si jamais pendant le mandat, vous n'avez fait aucune inauguration et que vous avez enclenché un certain nombre de travaux de construction pendant votre mandat et que vous n'avez jamais décalé la durée de ceci et que l'ensemble des travaux s'achèvent en septembre 25 et que vous allez devoir procéder aux inaugurations en octobre-novembre 2025, eh ben vous avez un motif d'intérêt général qui justifie que vous pouvez procéder à de telles inaugurations alors même que vous n'en avez fait aucune pendant votre mandat. Il faut, dans ce cas, avoir l'ensemble des éléments de documentation qui permettent de justifier et d'étayer que voilà, vous n'avez pas retardé, vous n'avez pas accéléré, vous n'avez pas fait en sorte que l'ensemble des travaux s'achèvent à ce moment-là pour pouvoir avoir une visibilité plus importante dans ce cadre-là. Donc, par principe, voilà, retenez l'idée, antériorité, c'est d'avoir, est-ce que vous aviez cette pratique de communication antérieurement au sein de la collectivité? Et donc, si oui, on peut le reproduire. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas forcément à exclure, mais il faut un motif d'intérêt général qui va justifier pour lequel on le fait. Et donc, attention, il peut y avoir un volet de danger particulier. Et reproduire dans la forme exactement ce que l'on faisait précédemment. Ça va être le cas, par exemple, des éditos du président ou du maire. Si vous aviez l'habitude dans vos communications d'avoir un édito du maire ou du président, vous pouvez, dans le cadre de vos publications qui tombent pendant cette période de 6 mois, avoir un édito du maire, du président. Là, l'essentiel, ça va être le contenu neutre du propos qui sera tenu. Donc, premier critère, neutralité. Deuxième critère, antériorité. Ici, on vous a évoqué, on vous a mis un exemple pour lequel il ne faut pas faire preuve d'inventivité, puisque a été considéré comme une campagne de promotion publicitaire prohibée, dans le cadre d'une décision du Conseil d'État du 8 octobre 2021, l'organisation d'un événement festif, nouveau, inhabituel, dénommé les vendredis soirs à Grandbourg, mise en place dans les semaines précédant l'élection par l'Office de tourisme de Marie Galante. Attention, là-dessus, vous voyez, un événement nouveau qui n'avait
aucune pratique habituelle avec une dimension festive pour prévoir en la matière a été considérée comme une campagne de promotion publicitaire. Donc attention à ce deuxième critère d'antériorité. Enfin, troisième critère à prendre en compte, c'est la régularité. Donc c'est ce qu'on évoquait en lien précédemment, hein, que je vous disais sur le critère d'antériorité. L'opération en cause doit avoir cette périodicité bien établie. Attention, c'est ici, si habituellement vous procédiez chaque année à la publication de manière annuelle à 2 bulletins d'information, il ne faut pas que l'année 25 et le début d'année 26, on passe à une quinzaine, vingtaine de publications, puisque vous ne respectez pas la pratique antérieure. Vous n'êtes pas sur la même typologie de régularité dans le process de communication. De même, si initialement vous aviez l'habitude de procéder à lorsque vous finissez un chantier, vous faites une inauguration, on ne va pas subitement se dire, bah, tiens, on va faire 2 inaugurations dans ce cadre-là, puisqu'on n'est pas sur la même période de régularité. De même, hein, vous savez, les problématiques de pose de première pierre, attention là-dessus, le justifier, nous, on n'aime pas trop hein, les poses de première pierre, puisque voilà, on ne sait pas quand on commence et la pratique habituelle, mais à supposer que vous aviez une pratique bien établie de pose de première pierre, auquel on pourrait avoir ce principe d'antériorité, attention, on ne va pas se mettre subitement à faire une pose de deuxième pierre dans ce cadre-là. Attention à ce volet-là. Donc ici, ce qu'on vous dit, hein, l'exemple le plus frappant sur cette régularité, c'est la fréquence des publications du bulletin municipal. C'est ce que je vous disais, hein, si on avait habituellement 2 publications annuelles, on ne va pas subitement passer à 10, 15 publications. De même, le formalisme hein, de vos publications, si habituellement vous étiez sur 2 pages, on ne va pas subitement se mettre à 10, 15 pages de notre support de communication. Donc ici, toujours avoir cette identité de forme et de contenu par rapport aux publicités antérieures et avoir cette identité de périodicité et de régularité par rapport aux publications antérieures. Donc voilà les 3 principes cardinaux: neutralité, antériorité, régularité de la publication. Et vous allez le voir, dans l'ensemble de ce qu'on va vous évoquer, c'est toujours ces 3 principes qu'on manie pour savoir est-ce que, oui ou non, l'action de communication présente un risque ou pas pour le candidat sortant. Et si jamais on a les 3 critères qui peuvent être réunis, ça permet d'avoir une sécurité maximale. Si sur les 3, on en a un qui est manquant, bah, il faut avoir une sécurité plus renforcée sur les autres critères et faire preuve de prudence ou potentiellement écarter cette action de communication pour éviter tout risque. Autre élément à prendre en compte, et c'est la jurisprudence qu'évoquait Gilles tout à l'heure, hein, la jurisprudence dite Huchon, attention au caractère massif potentiellement d'une opération de communication, puisque une action de communication prise isolément pourrait être considérée comme purement informatif et ne présenterait pas de risque de campagne de promotion prohibée. Son caractère massif peut la faire basculer dans le cadre d'une communication institutionnelle prohibée. Et c'était un petit peu les éléments de la jurisprudence Huchon, même si, entre nous, hein, la jurisprudence Huchon, les faits d'espèce, on n'était pas tout à fait sur quelque chose de purement informatif. Il y avait un volet un peu valorisant de la campagne de promotion du candidat sortant. On avait des affiches placardées de 2 mètres par 3 dans le métro parisien, une dimension assez massive. Mais ce qui est intéressant de noter dans la jurisprudence du Conseil d'État, c'est vraiment cette prise en compte du caractère massif de l'opération de communication qui semble avoir fait basculer le juge dans sa conviction de campagne de promotion. Donc attention là-dessus au budget de communication hein, qui est pris dans sa globalité. Quand vous parlez de régularité, hein, il ne faut pas que si habituellement dans vos actions de communication chaque année, vous allouez une centaine de milliers d'euros pour y opérer, il ne faut pas que subitement, en 25-26, ce budget de 100 000 euros passe à 500, 600 000 euros. Là, ça pose une difficulté. Ça,
avoir un élément d'intérêt général qui justifie la raison pour laquelle vous avez cette action de communication nouvelle qui doit être opérée. Donc attention à ce caractère massif des campagnes qui peut faire basculer dans le cadre du caractère prohibé. Et autre élément d'attention à avoir de manière particulière, c'est on parle des actions de la collectivité, territoriale ou des groupements, mais également, attention, ça concerne également l'ensemble des satellites de votre collectivité ou de votre groupement. Par exemple, les actions de communication prises par des associations pour lesquelles vous versez une subvention ou un délégataire de service public, vos SEM, vos SPL, leurs actions de communication mettant en valeur l'action de vos élus sortants, peuvent constituer une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article 52.1 ou un don et avantage prohibé au sens de l'article 52.8. Donc, ce n'est pas que les actions de votre collectivité, mais aussi de l'ensemble de vos satellites. Là-dessus, attention, on vous a donné plusieurs exemples jurisprudentiels pour illustrer ce volet-là. Donc, attention, c'est vos actions de communication de votre collectivité de rattachement, mais également de l'ensemble de ces satellites. Donc maintenant, on va regarder un petit peu les zones à risque et les précautions à prendre dans ce cadre-là. Merci Simon. Alors les zones à risque, je reprends rapidement puisque Simon les a déjà assez largement évoquées dans la notion de campagne de promotion de la collectivité. Les moyens de communication, ils sont connus. D'abord, bien évidemment, c'est toutes les publications avec un point d'attention sur les bulletins réguliers, les brochures, les campagnes d'affichage, bien sûr. Deuxième série d'événements sur lesquels l'attention doit être portée, c'est tous les événements et manifestations diverses, cérémonies de vœux, repas des aînés, inauguration, commémoration. Et troisième série de zones à risque, c'est tout ce qui concerne le numérique, les sites internet, les réseaux sociaux, avec la question de la gestion en parallèle des comptes institutionnels et des comptes personnels. Mais on va revenir sur ces différents éléments. Sur les publications diverses, attention, toutes les publications de la collectivité sont susceptibles d'être qualifiées d'éléments de campagne de promotion publicitaire ou de dons prohibés, L52.1 ou L52.8. Il faut donc faire attention à un certain nombre d'éléments. Bien sûr, ne pas modifier la fréquence et les modalités de diffusion d'un bulletin d'information générale à l'approche des élections. C'est ce que rappelait Simon. C'est vraiment pas le moment de modifier la maquette, la présentation et ce qui a été la pratique habituelle dans ce domaine. Il faut éviter, bien évidemment, toute polémique électorale et toute référence à l'élection à venir. Le contenu doit être purement informatif. Il ne doit apparaître ni comme étant, je dirais, politiquement engagé, ni comme apparaissant au soutien de tel ou tel candidat. En revanche, un bulletin d'information qui continue à paraître, je dirais, selon les mêmes habitudes que précédemment, avec un ton dans les articles mesuré et une portée qui est une portée informative, ne pose aucune difficulté et peut continuer à être diffusé normalement. Et par exemple, pour le dire les choses très clairement, si l'habitude c'est de diffuser un tel bulletin d'information la première semaine de chaque mois, il n'y a pas de raison qu'un tel bulletin ne soit pas diffusé la première semaine du mois de mars 2026, dès lors que ces règles sont scrupuleusement suivies des faits. Alors là où il y a des points aussi de vigilance à avoir dans les bulletins d'information générale, c'est bien sûr les éditoriaux. Alors là aussi, c'est une question qui nous est souvent posée. Est-ce qu'on peut mettre la photo du maire ou du président? Est-ce qu'il peut continuer à signer sous son nom les éditos? Là, deux choses l'une. Si la pratique pendant tout le mandat a été d'avoir des éditos signés du maire avec sa photo, il n'y a pas de raison de supprimer cette pratique dans les 6 mois qui précèdent l'élection. Et à ce titre-là, ce qui va être important, c'est le contenu.
la neutralité du contenu, comme on l'a rappelé. On a cité l'exemple, par exemple, de l'arrêt du Conseil d'État du 15 juin 2005. Dès lors que le propos reste mesuré et neutre, il n'y a pas de difficulté à maintenir l'éditorial du maire. En revanche, c'est ce que j'indiquais à l'instant, si la pratique c'était d'avoir la photo et le nom du maire ou du président, il n'y a aucune obligation de la supprimer dans la période des 6 mois qui précèdent. Attention aux publications nouvelles et ponctuelles. Là aussi, normalement, c'est plutôt des choses à essayer d'écarter. Mais si vraiment c'est une nécessité, le caractère purement informatif de la publication sera regardé de très près par le juge en cas de contentieux. Attention aussi à la date de nouveauté. Si vous faites une publication nouvelle au mois d'octobre 2025, c'est moins embêtant que si c'est début mars 2026. Là aussi, le juge prend toujours en compte le moment où intervient cette publication nouvelle, en estimant que bien évidemment, plus la date est rapprochée de la date du scrutin, plus l'influence peut être importante. Je dirais, en revanche, sur ces questions de brochures, attention à tout ce qui peut apparaître comme étant campagne de promotion publicitaire prohibée. On vous a là aussi rappelé l'exemple, hein, c'est un arrêt du Conseil d'État de février 2015, un édito du maire accompagné d'une brochure spéciale de 32 pages vantant les réalisations de la collectivité. C'est une opération de promotion publicitaire prohibée. Ensuite, sur la question des manifestations, inauguration et cérémonie des vœux, là aussi, la personne publique peut tout à fait continuer à organiser des manifestations et des inaugurations à compter du 1er septembre 2025. C'est ce que rappelait là aussi Simon. Attention à ce qui se passe et à la manière dont sont conçues ces manifestations. Le contenu et la nature des propos doivent rester dans le registre habituel et ne pas apparaître comme étant des éléments de campagne électorale. Attention à ne pas accélérer le rythme des manifestations dans les 6 mois précédant le scrutin, sauf s'il y a des véritables justifications objectives. Si par exemple vous avez un certain nombre de projets qui viennent à l'aboutissement dans cette période des 6 mois et qui nécessitent leur inauguration, pas de difficulté pour faire beaucoup d'inaugurations si ça le justifie, mais attention, en cas de contentieux, le juge vérifiera que la justification elle est bien liée à la mise en service d'un nouvel équipement, à l'ouverture d'un bâtiment, à l'ouverture d'une nouvelle école. Pas d'inauguration ou pas de pré-inauguration. N'inaugurez pas au mois de mars 2026 une école qui en vérité va commencer à fonctionner en septembre 2026 pour la rentrée des classes. Ça apparaîtra pour le juge très probablement comme une opération de campagne électorale déguisée. L'ampleur des manifestations, là aussi on reste sur la même jauge d'invités et de modalités de réception. Même chose sur la médiatisation des manifestations. Il ne s'agit pas de faire des communications extrêmement importantes à l'occasion de ce type d'événement. Là aussi, il faut rester très soucieux de continuer à observer la pratique antérieure. Même chose pour la cérémonie des vœux. Alors, ce qui est à retenir, c'est que ce qui est interdit pour l'élu candidat, ce n'est pas de communiquer. Encore une fois, la vie ne s'arrête pas tout simplement parce qu'on est en campagne électorale ou en période préélectorale, mais on ne peut pas communiquer en ayant recours aux moyens de la collectivité pour faire campagne. Ce qui est interdit aussi pour la personne publique, c'est d'engager de nouveaux projets. Ce n'est pas interdit d'engager de nouveaux projets ou des actions nouvelles, ni de communiquer sur ces nouveautés, mais attention à ne pas utiliser ces nouveautés comme étant de la communication au service d'un candidat à l'élection. Point important, c'est le cloisonnement indispensable entre la communication de la personne publique et de ses représentants, notamment des patrons des exécutifs, et celle du candidat si le patron du dit exécutif est lui-même candidat à sa réélection.
Il faut aussi faire la différence entre une information objective déconnectée du contexte électoral et le procédé de propagande électorale. Et là aussi, toujours les trois indices, antériorité, régularité, neutralité, qui doivent être le fil rouge de la communication en cette période. Bilan de mandat, là aussi une justification à le faire. Le code électoral permet, par dérogation au principe d'interdiction de toute campagne publicitaire, aux candidats de présenter le bilan de gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Ça, c'est je dirais, une exigence démocratique. Hein. Un élu qui finit son mandat doit rendre compte aussi aux électeurs de la manière dont il l'a exercé. Mais ce principe ne doit pas déroger à l'interdiction de l'utilisation à des fins de propagande électorale de toute procédé de publicité commerciale ou d'utilisation de moyens de communication audiovisuelle. Le bilan relève de la propagande électorale, ce qui veut dire qu'il ne peut être ni réalisé ni financé par la collectivité. Et en revanche, ce qui est tout à fait admis, c'est que le candidat, lui, puisse faire un bilan de mandat en disant voilà ce que j'ai fait quand j'étais à la tête de la collectivité et voyez comme le bilan est positif et comme il justifie que je me présente à ma propre succession. Mais ce point-là doit être bien évidemment complètement distingué de la communication institutionnelle. Donc, merci Gilles. Maintenant, sur un petit focus sur la communication en ligne, puisque même si désormais on commence à être un petit peu habitué à ce type de communication, il augmente dans son volume, hein, dans son ampleur, dans le cas de la communication à la fois collectivité, mais à la fois potentiellement candidat. Quels sont les contours? Donc, c'est ce qu'on vous évoquait, hein, que ici, la problématique de la communication en ligne, c'est tout processus de communication par voie électronique procédé par la collectivité. Donc, c'est le site Internet, bien évidemment, mais aussi les pages Facebook, X, enfin Twitter maintenant devenu X, Blue Sky, Instagram, etc. L'ensemble des outils de communication opérés par la collectivité doivent respecter les principes qu'on vous évoquait, c'est-à-dire ce principe de neutralité, antériorité, régularité, pendant notamment ces périodes de 6 mois pour ne pas basculer dans la campagne de promotion publicitaire proscrite. Là-dessus, donc toute la jurisprudence et tout ce qu'on vous a évoqué sur, par exemple, les bulletins d'information s'applique pour le site internet de la collectivité et l'ensemble des éléments des réseaux sociaux applicables en la matière. Donc, il faut avoir une attention particulière sur ce que l'on procède dans la communication de la collectivité. Ce qu'il faut aussi être très prudent, c'est d'éviter toute confusion entre potentiellement la communication faite par la collectivité et la communication qui serait faite par des candidats dans le cadre de leurs réseaux sociaux propres, candidats, pour ne pas avoir de confusion en la matière. C'est un élément très important, on y reviendra. Sur les comptes des réseaux sociaux des collectivités, donc attention au contenu de ce que l'on va poster sur ces réseaux sociaux, et aussi attention aux commentaires qui seraient opérés par des personnes qui viendraient apporter certains commentaires et qui créeraient une polémique électorale sur le réseau social de la collectivité. C'est pour ça que nous, ici, notre conseil, c'est que vous, collectivité, vous disposiez à compter du 1er septembre 2025 d'un agent, d'un modérateur qui va s'assurer potentiellement de la suppression de certains messages qui pourraient avoir une connotation de polémique électorale. Pourquoi? Parce que, à notre sens, il y a un risque réel si la collectivité procède à une communication sur, par exemple, son compte Facebook et que dans les différents commentaires, des éléments de polémique électorale se matérialisent et restent sur la page Facebook de la collectivité. À notre sens, le juge pourrait considérer qu'en ne supprimant pas ces éléments-là, ces éléments de polémique électorale, la collectivité a
relayer volontairement ces éléments de polémique et pourraient être critiquables dans ce cadre-là. Et là-dessus, on vous cite une jurisprudence du tribunal administratif de Lille qui est intéressante, qui considère, certes, en l'espèce, n'annule pas le scrutin parce qu'on avait un écart de voix suffisant. Par contre, il relève que ces commentaires partisans publiés sur le compte de la collectivité, qui renvoient les internautes vers le site de promotion de la campagne d'un candidat, d'un des élus sortants, est critiquable, mais eu égard à l'écart de voix, il n'y a pas d'incidence. Donc attention sur ce volet-là. Nous, notre conseil, c'est d'avoir un modérateur sur ces différents réseaux sociaux pour pouvoir faire le tri et éventuellement supprimer les messages sensibles de polémique électorale. Attention également, toujours garder une traçabilité et pouvoir justifier pourquoi on a procédé à la suppression de ces différents messages. Dans ce cadre-là, attention sur le contenu. Sur les zones de risque et les précautions à prendre, là-dessus, attention, il faut bien avoir une distinction, ce que je vous évoquais, claire entre le site internet de la collectivité et celui du ou des candidats, surtout des élus sortants. De même, avoir une distinction très claire entre les comptes Facebook, Instagram, TikTok, Blue Sky, LinkedIn de la collectivité et de celui du ou des candidats. Il ne faut pas avoir, ce qu'on vous évoquait, de confusion dans l'esprit des électeurs qui pourrait conduire à altérer la sincérité du scrutin. Donc c'est pour ça que nous, notre conseil, par exemple, vous savez, tous les comptes LinkedIn ou autres des élus sortants qui sont, par exemple, dans leur qualité de maire de la collectivité concernée ou président de l'intercommunalité concernée, leur compte, on va dire, institutionnel, nous, notre conseil, c'est de le fermer, de le fermer pendant cette période-là, et que les élus concernés s'ouvrent un compte spécifique, candidat, et procèdent à leur communication uniquement sur leur compte candidat et ne pas avoir ici de risque de confusion dans ce cadre-là. Attention, Gilles vous l'évoquera tout à l'heure, ne pas que le candidat utilise une photo prise et utilisée par la collectivité. Voilà, attention à ces différents éléments. Mais ici, la règle, c'est vraiment d'avoir cette distinction claire entre les outils de communication électronique de la collectivité qui soit bien distinct de ceux des candidats. C'est pour ça que ces comptes des élus en tant que représentants de l'institution, à notre sens, devraient être fermés pendant cette période-là et surtout qu'on a de la jurisprudence intéressante là-dessus. On a notamment, attention, une décision de la Commission nationale des comptes de campagne de décembre 2022 sur le compte personnel Twitter à l'époque d'Emmanuel Macron en tant que candidat, le compte Twitter d'Emmanuel Macron candidat, qui n'était pas le compte officiel de l'Élysée, mais la Commission a considéré que ce compte bénéficiait d'une audience importante et constituée grâce à des moyens publics, et donc que ces publications ont constitué un avantage indirect apporté par l'Élysée auprès du candidat Emmanuel Macron. Donc attention, vous voyez, sur cette, je trouve c'est une bonne illustration de la nécessité d'avoir une séparation très stricte entre la communication de l'institution et des candidats. De même, on a une décision très intéressante du Conseil d'État rendue très récemment, le 26 mars 2025, suite à une question préjudicielle portée par le tribunal administratif de Lyon. C'était sur la question suite dans l'affaire, c'était le maire de Lyon qui avait, dans le cadre de son compte, je crois que c'était LinkedIn, maire de Lyon, son compte quelque part personnel, maire de Lyon, avait refusé l'accès, exclu un internaute de sa communication, et l'internaute demandait à être réintégré dans le cadre de poursuivre le maire de Lyon dans le cadre de son réseau social. Et ici, le Conseil d'État, donc la question qui se posait, c'est est-ce que ce compte du maire de la ville de Lyon, son compte quelque part personnel, mais institutionnel, maire de la ville de Lyon, est-ce que c'était un compte public, donc un compte de la collectivité, ou un compte privé dans ce cadre-là pour lequel il pourrait avoir une liberté de son contenu. Et ici, le Conseil d'État nous précise que le compte institutionnel ouvert
sur un réseau social par une collectivité, gérée par elle ou sous son contrôle, participe à la mission d'information du public, d'information locale, prise en charge par cette collectivité. Par contre, le compte ouvert sur un réseau social par une personne physique diffusant un compte sélectionné par celle-ci sous sa responsabilité ne peut pas être considéré comme un compte public, ça reste un compte privé, même s'il est investi d'une mission de représentativité. Attention, par contre, si c'est un compte privé qui est entretenu de manière plus ou moins informelle par des agents de la collectivité et que c'est la collectivité concernée qui en assure l'entretien en la matière. Là, on pourrait basculer dans le compte public et avec tout ce qu'on vous évoquait de précautions à prendre. Enfin, pour finir, sur l'utilisation des moyens humains et matériels de la personne publique. Alors là, bien évidemment, on est dans le spectre de l'application de l'article L52-8, dans le cadre des avantages directs ou indirects. La mise à disposition de personnel ou de matériel ne peut pas servir en réalité à soutenir la campagne électorale d'un candidat. Attention pour l'organisation d'un sondage, un sondage organisé par une collectivité qui sera en fait un sondage en faveur de la notoriété ou de l'appréciation par les électeurs des performances et des réussites d'un élu, la mise à disposition gratuite de bâtiments au profit de candidats, l'utilisation de photographies, comme le disait Simon, ou de films qui seraient la propriété de la collectivité et que le candidat utiliserait gratuitement. Ça a été jugé par la jurisprudence. On est dans un cas où on tombe sous le coup en fait des dispositions de l'article 52-8. C'est un avantage direct accordé à un candidat ou la prise en charge de frais d'envoi et d'impression. Les élus ne peuvent pas utiliser gratuitement dans le cadre de leur campagne la photothèque de la personne publique ou les vidéos réalisées par celle-ci. Si elle veut le faire, elle peut le faire, mais elle doit au préalable avoir acheté ces produits. Même chose ce qui vaut pour les moyens matériels vaut bien évidemment pour les moyens humains. Les agents d'une collectivité n'ont pas vocation à consacrer toute une partie de leur temps de travail à une campagne électorale. Il s'agit d'organiser des réunions, de préparer des discours, des outils de communication. Attention, bien évidemment, il y a un point de vigilance particulier sur les collaborateurs de cabinet ou des services de communication de la collectivité qui n'ont pas vocation sur leur temps de travail à préparer des manifestations ou par exemple des communications qui seraient utilisées par l'élu sortant candidat à sa réélection. Sinon, on tombe sous le coup de la prohibition prévue à l'article L52-8 du Code électoral. En revanche, ce qui n'est pas possible d'être fait pendant le temps de travail, l'est en dehors du temps de travail. Les agents publics, comme tous les citoyens, ayant une pleine liberté d'utiliser leurs loisirs à toutes les activités politiques de leur choix, dès lors qu'ils respectent par ailleurs le principe de neutralité et qu'ils ne mêlent pas le service public et leur employeur à leurs activités politiques nocturnes, de week-end ou de congé. Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les deux infiniment pour cet exposé très riche et qui, effectivement, donne un certain nombre de mises en garde aux élus actuels qui souhaiteraient se représenter ou aux futurs élus. Alors, il y a des questions, mais sur des sujets que vous avez déjà évoqués durant l'intervention, mais peut-être qu'on peut préciser. Donc, Simon a beaucoup parlé effectivement de l'utilisation des réseaux sociaux. Donc peut-être quelques précisions sur l'utilisation d'un compte institutionnel par rapport à un compte personnel. Et puis effectivement, vous avez cité des jurisprudences nationales, des décrets du Conseil d'État, etc. Et c'est vrai qu'on se rend compte aussi qu'au-delà de ces décisions nationales, il y a des décisions européennes. Il y a la Commission européenne qui a ouvert une procédure formelle contre Meta pour des violations présumées du Digital Service Act, pour une modération insuffisante des publicités politiques et un manque de transparence, notamment sur tout ce qui est campagne de désinformation.
ou des ONG qui ont financé des publicités qui abordaient des thèmes politiques, donc sans soutenir explicitement un parti. Mais voilà, on a quand même l'impression, au-delà de ces décisions, que la légalité de ces pratiques reste un petit peu floue parfois. C'est ce qui est toujours difficile, c'est ce qu'on évoquait, hein. Il ne faut pas qu'on ait de confusion possible entre la communication qui va être faite par la collectivité de celle qui sera faite par des candidats demain ou, par exemple, des élus qui vont utiliser, des élus sortants qui, dans le cadre de leur communication personnelle, un petit peu de candidats, vont introduire une confusion avec quelque part, ils peuvent être considérés comme la voix et tenir les propos de la collectivité, de leur collectivité de rattachement. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel en la matière, et nous, notre conseil là-dessus vis-à-vis des élus sortants, c'est fermer vos comptes personnels, hein, par exemple LinkedIn, dans lequel vous apparaissez comme maire de la collectivité ou président de telle institution, fermez ces comptes-là, qu'il n'y ait plus d'activité pendant cette période des 6 mois, ouvrez un compte spécifique candidat, enfin élu candidat en la matière, et dans le cadre de votre communication sur ces réseaux-là, attention à ne pas introduire une confusion vis-à-vis de la communication faite par la collectivité. Donc c'est pour ça, ça ne vous empêche pas de réagir sur ce que pourrait faire la collectivité, mais attention à ne pas reprendre les mêmes modus operandi de communication, de ne pas purement et simplement faire des posts qui reprennent exactement la communication faite par l'institution. Voilà, soyez plus fins et plus mesurés dans ce cadre-là. Comme l'évoquait Gilles aussi, attention, ne prenez pas la photo de la collectivité. C'est pour ça que lorsque vous avez une manifestation, par exemple, qui sera tenue, d'une inauguration, si vous voulez communiquer sur votre compte candidat dans ce cadre-là, venez avec votre photographe qui vont prendre des photos dans ce cadre-là via votre photographe privé et ne pas utiliser les photographes institutionnels de la collectivité pour communiquer dans le cadre de vos réseaux sociaux. Donc attention, soyez très prudents, il faut vraiment avoir cette frontière très stricte entre les deux. Et la décision de la Commission nationale des comptes de campagne qu'on évoquait par rapport au compte du candidat à l'élection présidentielle Emmanuel Macron, hein, qui était bien son compte personnel, mais la Commission a considéré que du fait de l'aura qu'il pouvait avoir, notamment via les publications de l'Élysée, on méconnaissait cette ligne de confusion n'avait pas été maintenue et donc présentait une requalification en communication en campagne de promotion publicitaire prohibée. Donc attention là-dessus, soyez très prudents parce que la difficulté de tout ça, ce qu'on évoquait, hein, c'est après coup que vous êtes jugé. C'est qu'une fois que tout a été fait, que les sanctions peuvent intervenir parce que le risque, c'est que oui, ça soit considéré comme une campagne de promotion publicitaire prohibée et donc quelque part, ça constitue un don que la collectivité vous a fait bénéficier. Et donc, ce don, on va financièrement le réintégrer dans le cadre de vos comptes de campagne. Et si ça vous fait dépasser votre plafond, c'est là où les sanctions peuvent être assez importantes. Mais tout ça, vous l'avez après coup. Donc, prudence, prudence. Alors, vous évoquez effectivement à l'instant l'IA. C'est vrai que il y a des opportunités qui sont offertes à l'IA et qui peuvent potentiellement transformer profondément les campagnes électorales en offrant de nouveaux outils, mais tout cela en soulevant des défis majeurs en matière d'éthique, de régulation, de sécurité démocratique, si on peut dire. Donc effectivement, on peut parler de personnalisation du message politique, de création de contenu automatisé, d'interaction avec les électeurs, etc. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà eu affaire et est-ce que vous avez, là aussi, tout comme pour les réseaux sociaux, des recommandations particulières sur ces nouveaux usages? Alors, confronté, pas encore, mais ça ne saurait tarder. La vraie difficulté, si vous voulez, que moi je ressens par rapport au sujet de l'IA, c'est les possibilités de manipulation en réalité.
Par exemple, on met en ligne une vidéo dans laquelle on fait apparaître son opposant politique dans une situation inconfortable, voire scabreuse, et on dit, bah, vous voyez, vous n'allez pas pouvoir voter pour cette personne, c'est pas possible. Et aujourd'hui, on le sait, les moyens de manipulation. Enfin, d'abord, on sait l'importance de l'image et des réseaux sociaux dans la communication politique, et on sait les dégâts qui peuvent être faits à ce titre. Ce qui est certain, c'est que on change d'air, c'est-à-dire que le l'époque du tract diffusé massivement le samedi matin, tract anonyme dans les boîtes aux lettres, je pense que pour les plus anciens d'entre nous, ça parle. Je suis pas sûr que ça soit vraiment les sujets de régularité des scrutins. Ça va poser quand même des vraies questions. Est-ce que les pouvoirs publics ont les moyens suffisants pour détecter, contrôler ce type de situation? On peut pas exclure, excusez-nous, on reprend 2 secondes notre casquette d'avocat, des contentieux, par exemple en référé, quelques jours avant le scrutin pour remettre en cause tel ou tel procédé. Est-ce que ça peut amener à des situations plus graves avec, par exemple, des annulations préventives du scrutin? Enfin bon, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et peut-être que, alors c'est bien évidemment pas un souhait que j'émets, hein, mais peut-être que pour rebondir sur votre question, 2026 sera la première année de forte utilisation de l'IA, qui aujourd'hui d'ailleurs ne nécessite pas des moyens très sophistiqués ni très coûteux pour être mise en œuvre dans des campagnes locales, en attendant peut-être des choses encore plus massives pour les grandes échéances nationales de 2027. Absolument. Affaire à suivre, donc. Et puis peut-être une dernière question, un petit peu d'actualité, puisque une réforme a été adoptée en ce mois d'avril 2025, qui étend le scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1000 habitants. Donc une mesure qui vise à renforcer notamment la représentation des femmes dans les conseils municipaux. Pour vous, est-ce que ça va avoir des incidences particulières? Effectivement, sur les petites communes, c'est pas toujours facile déjà de trouver des candidats d'une part, mais en plus, le respect de la parité est un autre sujet d'autre part. Donc, quelles incidences, selon vous, sur les prochaines élections municipales? C'est très difficile à anticiper. Vous l'avez vous-même rappelé dans votre question, il y a déjà une première difficulté dans les plus petites communes de trouver des candidats. L'obligation de parité risque de poser des contraintes supplémentaires. Même si je pense que tout le monde est d'accord sur le Le caractère principe? bénéfique, hein, sur le principe. Je pense que là-dessus, enfin, il y a peut-être des esprits chagrins qui trouvent que il y avait que des hommes qui étaient conseillers municipaux, c'était très bien, mais bon, Mm. je crois que c'est pas partagé par les 2 animateurs de la formation de ce matin. Mais si vous voulez, je pense que ça risque de poser quelques problèmes de régularité, parce que l'irrégularité de la composition de la liste, c'est un moyen, je dirais, automatique d'annulation potentielle du scrutin. Oui. Il serait dommage que une réforme qui souhaite aller dans la bonne direction se traduise par des risques de désordre liés à des vacances en réalité dans Mm. les équipes municipales, liées à l'impossibilité de constituer régulièrement les listes. Mais bon, le pire est jamais certain. Absolument. Et après, élément aussi important à voir, hein, le Conseil constitutionnel a été saisi de la constitutionnalité de cette disposition-là, à suivre dans les prochaines semaines qui viennent sa décision avant la promulgation de la dite loi. Mais sujet, si on peut le résumer, hein, louable dans son principe, hein, dans sa mise en œuvre, qui, à mon sens, risque de poser quand même d'un certain nombre de difficultés pratiques dans certaines petites collectivités, mais peut-être que ça poussera peut-être certaines communes à créer des communes nouvelles, donc fusionner notamment pour arriver et avoir un personnel politique plus large qui
pour accompagner un certain nombre de créations de communes nouvelles, parfois, une des motivations à la création de la commune nouvelle, parfois sont assez surprenantes, mais le déficit de personnel électoral peut parfois constituer un des motifs qui justifie la création de communes nouvelles. Donc peut-être que cet élément nouveau, également de complexité, de pratique de constituer la dite liste, pourrait peut-être pousser à un essor de nouveaux projets de création de communes nouvelles, peut-être à voir ce que nous réservera la mise en œuvre de ces dispositions. Aussi, autre élément sur lequel on pourrait réfléchir, c'est la temporalité de la mise en œuvre de cette mesure. À moins d'un an des échéances électorales, c'est peut-être aussi un petit peu court dans la mise en œuvre voilà, puisqu'on a déjà eu potentiellement des réflexions, constitution de listes qui ont déjà été commencées, même s'il n'y a pas d'interdiction constitutionnelle de modifier les règles de scrutin à moins d'un an. Ça pose quand même, on avait quand même une coutume républicaine sur laquelle on ne touchait pas les élections avant un an. Voilà, ça pose quand même aussi des questions pratiques dans la temporalité de la mise en œuvre de la mesure qui, comme l'évoquait Gilles, je pense, est très louable dans sa mise en œuvre. Voilà, donc effectivement, de bonnes intentions dont il reste à voir la traduction concrète sur le terrain. Et effectivement, les prochaines élections nous en donneront quelques exemples et illustreront la pertinence ou pas de cette réforme. Messieurs, je vous remercie encore infiniment pour cette intervention. Rendez-vous pour un prochain webinaire très rapidement et je vous souhaite à tous une très belle journée. À bientôt. Merci, au revoir, à très bientôt. Merci, au revoir.